Si vous avez une idée de startup à développer, vous vous êtes certainement déjà demandé de quel type de développeur vais-je avoir besoin. Ou peut-être quel type de langage est le plus adapté à mon projet. Est-ce que c'est PHP, Python, JavaScript? Dans cet épisode, je vais vous aider à comprendre quel développeur est le plus adapté à votre projet. Bienvenue, vous êtes fondateur, vous n'avez pas de compétences techniques, pas de panique. Avec le Startup Snack, on vous donne toutes les clés pour piloter votre projet sereinement. Et c'est disponible sur YouTube et sur podcast. Je m'appelle Amaury, je suis le fondateur de MyCTOFriend et depuis 2013, j'ai accompagné des centaines de startups en tant que CTO. Alors, il y a des tonnes de profils de développeurs, de types de développeurs, de technologies également. On parle de développeurs back-end, front-end, full stack. On parle aussi de data scientists, mais aussi plus récemment de développeurs no-code et d'UI ou UX designer. Alors, pour être encore plus spécifique, chacun de ces profils va avoir sa propre spécialité. Si on prend par exemple un développeur back-end, il peut être spécialisé dans le langage PHP, Ruby on Rails, Python, Node.js ou même Java. Et c'est la même chose pour tous les profils. Sur le front-end, il y a Vue.js, React, et pareil, le data scientist, il y a des tonnes d'outils sur lesquels il pourrait être spécialisé. Donc pour répondre complètement à la question de quel développeur ai-je besoin pour démarrer ma startup, je vais commencer par expliquer finalement quel est le chemin classique d'une startup et donc quel type de profil une startup a besoin. Ensuite, je vais être spécifique avec 3 types de projets qui pourraient potentiellement ressembler aux vôtres. Et pour finir, je vais vous partager quels sont les 2 rôles essentiels pour qu'un développeur puisse travailler correctement et bien faire son boulot. Donc on est parti avec d'abord la phase de maturité de votre projet. Parce que le type de développeur avec lequel vous allez devoir travailler va complètement dépendre de où est-ce que vous en êtes en fonction de votre projet. Donc si vous démarrez, évidemment, dans ce cas-là, vous allez avoir comme objectif de créer ce qu'on appelle une preuve de concept ou un MVP, un produit minimum viable. Et dans la plupart des cas, les 3 solutions que vous pouvez envisager sont les suivantes. La première, c'est d'utiliser les technologies no-code, autrement dit, de créer un site web ou une application mobile juste avec du clic de souris et en utilisant des templates existants, ou alors d'utiliser les solutions open source, ou éventuellement d'utiliser les solutions SaaS. Alors, à cette phase-là, le choix de la technologie, et donc indirectement le choix du développeur, va complètement dépendre de qu'est-ce qui existe sur le marché, qu'est-ce qui est le plus pertinent, qu'est-ce qui ressemble le plus à ce que je veux créer et qui existe déjà. Ça sert à rien de réinventer la roue. La plupart du temps, les solutions no-code, les templates no-code, vont coûter quelques centaines d'euros ou de dollars et vont vous permettre d'avoir en quelques minutes ou en 1 heure ou 2, une solution sur laquelle vous allez pouvoir customiser peut-être le logo ou éventuellement le nom, etc. Et vous pourrez avoir votre solution assez rapidement. Ça a tout de même certaines limites et j'y reviendrai. Vous avez aussi les solutions open source. Alors les solutions open source, elles sont super parce qu'elles sont gratuites. Vous pouvez typiquement assembler différents blocs, que ce soit des plateformes ou des sites e-commerce ou que ce soit des sites WordPress par exemple, à plein de plugins. On va pouvoir assembler toutes ces briques-là, les customiser, les modifier, changer le comportement pour que ça ressemble à la solution que vous voulez créer. C'est une solution pour prototyper qui est rapide parce que 80, 90%, 95% de ce que vous voulez créer existe déjà et vous allez devoir uniquement l'adapter. Et il y a une 3e option, donc qui sont les solutions SaaS. Alors les solutions SaaS, c'est typiquement ce que l'on peut utiliser si on veut créer une plateforme d'e-learning ou une plateforme de marketplace par exemple. Il y a des technologies, il y a des plateformes où on paye un abonnement mensuel et qui nous permettent d'avoir exactement ce que l'on recherche ou presque et c'est juste top pour démarrer parce que ça coûte pas cher, c'est peu d'investissement au départ et on pourra toujours changer plus tard de technologie. Alors, dans la plupart des cas, lorsque l'on va démarrer, lorsqu'on est à la phase de prototypage, quand on est à la phase de MVP, finalement, c'est pas tant un développeur dont vous avez besoin, mais vous allez avoir besoin de quelqu'un qui est suffisamment technique pour hacker un petit peu ce qui existe, pour tweaker, adapter, customiser, et créer donc un MVP en assemblant les briques de Lego disponibles sur Internet, que ce soit des solutions SaaS, des solutions open source ou des solutions no-code. Et on peut même les mixer les unes avec les autres. Une fois que vous allez avoir cette première solution, après peut-être 1 mois,
peut-être 1 an, peut-être 2 ans, vous allez forcément, au bout d'un moment, atteindre les limites de votre prototype, atteindre les limites de votre MVP. Et c'est à ce moment-là que l'on pourra considérer créer un vrai produit avec une vraie équipe. Et dans ce cas-là, on parlera de développeur back-end, on parlera de développeur front-end, ou même full stack. Le full stack est quelqu'un qui maîtrise les technologies back et les technologies front-end, et qui est capable donc de faire évoluer votre projet, de leader votre projet. On parlera aussi de lead développeur. Lead développeur, c'est celui qui est plus senior et qui est capable de manager quelques développeurs. Et on parlera également de UI designer, qui est celui qui va créer les interfaces pour les rendre attractives pour vos utilisateurs. Alors, maintenant, avant d'être encore plus spécifique par rapport à un type de projet, je vais vous partager peut-être une des meilleures recommandations que je pourrais vous donner. C'est de toujours travailler avec quelqu'un qui a déjà fait ce que vous cherchez à réaliser. Quelqu'un qui a déjà de l'expérience sur le type de projet que vous voulez réaliser. Ça paraît évident, mais malheureusement, c'est pas toujours le cas. Et souvent, je vois des fondateurs qui demandent à un développeur, parce qu'ils le connaissent, de développer leur application, alors que ce développeur-là n'a pas d'expérience. Et donc, c'est le meilleur moyen pour se planter, en fait, pour partir dans des directions, dans des technologies, sur des plateformes qui finalement se révéleront beaucoup plus coûteuses à la gestion, au développement. Et donc, c'était simplement pas la bonne solution. Donc, maintenant que ceci étant dit, on va parler d'un cas précis de projet, le cas d'un projet de marketplace. Alors, pour un projet de marketplace, souvent, la solution la plus adaptée, c'est de réutiliser des solutions e-commerce existantes et de les adapter. Donc, une fois de plus, il va falloir chercher un développeur expert en marketplace et expert en solutions e-commerce. Pas simplement juste le langage, le PHP ou le framework qui est utilisé, mais vraiment la solution que vous avez identifiée comme étant celle la plus proche de ce que vous cherchez à réaliser. Donc il y en a plein, je pense à WooCommerce, à PrestaShop, à ShareTribe. Il peut y avoir plein de plugins et plein de solutions e-commerce qui peuvent vous permettre de créer des marketplaces. Maintenant, si vous voulez quelque chose de très spécifique, si vous voulez créer par exemple l'équivalent d'un Uber, avec des locations, avec des choses trop pointues, vous n'arrivez pas à trouver une solution marketplace qui soit adaptée, dans ce cas-là, il y a aussi des solutions e-commerce open source, mais qui ne contiennent pas le côté public, qui contiennent uniquement que la logique e-commerce. Et je pense entre autres à une solution qui s'appelle Reaction Commerce, qui est en fait une solution open source, mais sans le site public, mais qui est toute la logique de business, de gestion de stock, gestion des articles. Et donc, c'est tout ça qui n'aura pas besoin d'être redéveloppé par vos développeurs. Vous allez économiser 70%, si ce n'est pas plus, des développements parce que vous allez utiliser cette solution-là en e-commerce. C'est une bonne option. Maintenant, s'il n'y a pas ce qu'il faut dans le monde open source, vous pouvez regarder ce qui existe dans le monde du no-code, parce qu'il y a plein de templates. Et là, encore une fois, en achetant un template pour quelques centaines d'euros, vous pourrez avoir l'équivalent d'un Airbnb ou autre. Et donc, vous pourrez recréer, personnaliser, adapter la logique qu'il y a derrière ce type de template. Attention, c'est pas parce que ça s'appelle no-code que c'est accessible à tout le monde. En fait, il y a besoin quand même de monter en compétence sur les outils no-code pour être réellement efficace. Et moi, je vous recommande sérieusement d'utiliser et de travailler avec un expert en la matière, avec un expert no-code et plus particulièrement dans la solution no-code que vous aurez choisie. Voilà, donc on va parler maintenant de deux nouveaux exemples, l'exemple d'une application mobile et l'exemple d'un projet qui intégrerait de l'intelligence artificielle. Alors, pour un projet d'application mobile, la plupart du temps, encore une fois, le plus simple, c'est démarrer avec les solutions no-code. C'est facile, c'est rapide, on peut les designer, on peut les adapter, on peut trouver quelques freelances qui nous les adaptent, et ça sera beaucoup plus rapide que n'importe quel autre langage. Et on pourra souvent faire la même chose que ce qu'on peut faire avec un langage. À partir du moment où votre prototype ne contient pas des centaines d'écrans, c'est généralement la bonne solution. Et d'ailleurs, ça ne devrait pas contenir des centaines d'écrans. Si vous êtes vraiment sur la première phase de votre projet, il ne faut pas qu'il soit trop complexe, il faut que ce soit quelque chose simple pour démarrer. Le no-code, c'est une bonne solution pour démarrer. C'est un peu plus compliqué à scaler et à passer à l'échelle. Et donc, vous pourriez, c'est libre à vous de faire cette décision-là, de dire non, moi je veux une solution de suite ultra viable qui peut scaler parce que je connais mon marché par cœur, parce que j'ai des dizaines de milliers d'euros à investir de suite. Je ne veux pas passer par la phase no-code. Ok ? Dans ce cas-là, ma recommandation, c'est d'utiliser absolument un développement cross-platform.
Cross-platform, ça veut dire que ce n'est pas spécifique à l'iOS, donc à Apple, ou spécifique à Android. Et c'est le même langage qui pourra être exécuté sur les deux plateformes. Alors vous allez me dire, oui, mais c'est plus performant si on est sur du natif iOS ou du natif Android. Oui, mais aujourd'hui, franchement, ça n'a plus aucune importance. Parce que nos smartphones sont tellement puissants qu'ils peuvent exécuter les pages de manière extrêmement rapide. Donc à moins que vous ayez un jeu qui nécessite de la 3D bien spécifique, ou même du traitement vidéo, la plupart du temps, vous n'avez pas besoin de natif, à minima, sur les premières phases de votre projet. Parlons maintenant du côté serveur, le côté serveur de l'application, le côté back-end. Si vous avez besoin d'avoir un vrai back-end, je vous recommande d'utiliser les technologies type Parse. Alors Parse, c'est un framework open source qui est aujourd'hui hébergé sur plein de fournisseurs, plein de prestataires. On paye tous les mois et il nous permet de structurer la base de données, de structurer le back-end et d'avoir accès globalement aux bases de données comme quasiment un fichier Excel. On a un peu la même chose de manière un peu plus évoluée en mode relationnel et ça s'appelle des headless CMS. Pareil, c'est très tendance dans le monde du développement parce que ça évite complètement de développer un back-end et on peut juste en quelques clics de souris structurer notre base de données et vous aurez aussi une interface pour y accéder. Ce qui est juste top quand on démarre en tant que comme startup. Maintenant, si vous avez besoin d'un développement vraiment spécifique, de quelque chose qui n'existe pas et qui ne peut pas être fait sur du headless CMS ou de la technologie Parse. Dans ce cas-là, je recommande souvent le framework serverless. Framework serverless permet d'exécuter un bout de code, souvent en Node.js, et je recommande le Node.js pour ce framework-là, et qui permettra de ne pas avoir à gérer de serveurs et ne pas avoir à payer tous les mois quelque chose, mais ça sera uniquement à la consommation de requêtes et donc au temps CPU, au temps processeur utilisé. Maintenant, je vais vous donner quelques exemples avant de parler des rôles qui sont nécessaires autour du développeur. Je vais vous parler du projet particulier d'un projet de startup qui pourrait intégrer de l'intelligence artificielle. Et dans ce cas-là, encore une fois, il y a plein de types de profils de data scientist, donc de profils d'experts en data. Et donc, il ne va pas falloir démarrer avec celui qui est spécialisé en machine learning et celui qui va se lancer la tête première sur des algorithmes ultra complexes parce que ce n'est pas lui qui va vous permettre de prouver votre marché, de monter votre prototype. La personne avec qui vous allez devoir commencer à travailler, c'est quelqu'un qui est expert en business intelligence ou en visualisation de données. Par exemple, on va parler des personnes qui connaissent et qui maîtrisent Data Studio ou Tableau.com ou Power BI. Ce sont des solutions qui vont vous permettre de créer facilement des dashboards. Alors là, l'objectif, c'est de créer un effet waouh pour vos clients, que ce soit même pour vous, avoir une réelle maîtrise de vos données. Il faut vraiment maîtriser la donnée, l'adapter et tout ce que vous allez expliquer à votre data scientist, il va être capable de le transcrire en tableau, de le transcrire en dashboard et c'est ça que vous allez pouvoir vendre à vos utilisateurs. Avec des outils de business intelligence, vous allez pouvoir créer un site web par exemple, un site web avec un compte privé dédié à vos clients où ils pourront retrouver leur dashboard, où ils pourront retrouver leurs données, où ils pourront télécharger leurs fichiers Excel. Et ça, c'est déjà énorme et tout ça sans développement. Encore une fois, le type de développeur dont vous avez besoin, c'est le type de développeur qui a déjà fait ce type de projet. Donc, si vous travaillez avec un data scientist, essayez de trouver un data scientist qui a travaillé sur un projet similaire au vôtre. Voilà, j'espère que maintenant, vous allez avoir une meilleure compréhension de pourquoi c'est si compliqué de trouver le bon développeur et de savoir de quel type de développeur on a besoin pour démarrer sa startup. Et donc, la meilleure manière de choisir et de savoir de quel type de développeur nous avons besoin pour un projet en particulier, c'est de s'appuyer sur deux rôles essentiels. Le premier rôle, c'est celui du product manager. Alors le product manager, c'est la personne qui va définir votre roadmap produit. C'est la personne qui va être capable de réduire votre périmètre fonctionnel, réduire le produit au plus petit produit possible, donc le plus rapide et le plus facile à développer et aussi le moins cher. Et c'est aussi ce qui vous permettra de pouvoir générer des revenus le plus tôt possible. Le deuxième rôle essentiel dans une startup est, vous l'aurez peut-être compris, celui du CTO. Le rôle du CTO, c'est justement de choisir la technologie la plus adaptée, la plus performante pour votre cas,
pour le cas de votre projet, pour la maturité de votre projet. Et donc, indirectement, de répondre à la question de quel type de développeur vous avez réellement besoin à chaque phase de développement de votre projet. Ces deux profils, le CTO et le Product Manager, sont clés dans n'importe quelle startup parce qu'ils vont vous permettre de prendre de bonnes décisions et vous permettre d'économiser du temps et indirectement de l'argent. Et d'ailleurs, c'est aussi ce que l'on fait à MyCTOFriend. On aide les fondateurs non techniques à devenir de bons product managers, de bons directeurs produits, et on fournit toute l'expertise technique, l'expérience, pour vous permettre d'identifier quelle est la bonne technologie pour chaque type de projet. Si vous avez aimé cette vidéo, likez et abonnez-vous pour recevoir chaque semaine de nouvelles astuces sur comment monter et scaler votre startup. Si vous avez des questions ou que vous avez un sujet à suggérer, faites-le en commentaire ci-dessous. Si vous voulez en savoir plus sur notre programme dédié aux startups sans CTO, rendez-vous sur myctofriend.co. Je vous dis à très bientôt.